Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler inflation et on va parler immobilier. Et souvent, donc, dans les différentes vidéos qu'on a pu faire maintenant depuis une année ou 2 années, je vous parle en effet de cette inflation éventuellement qui pourrait revenir et de comment on s'en protège. Et surtout de la logique de pourquoi en effet on a tendance à dire que l'immobilier finalement est protecteur dans un monde inflationniste. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que dans un monde d'inflation, donc c'est-à-dire que les prix augmentent, au-delà de parler des prix de l'immobilier qui augmentent, on va parler du prix de la construction. Vous avez le prix des terrains qui augmente, le prix de la construction. Ce qui fait que pour construire un logement identique à celui que vous avez aujourd'hui dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh ben, il en coûtera plus cher. Et donc en fait, votre logement finalement ne s'apprécie pas pour une raison vraiment d'appréciation de valeur, toute chose égale par ailleurs, bien entendu, on ne parle pas de votre emplacement, on ne parle pas de plusieurs éléments qui font que votre bien s'apprécie avec le temps, mais on parle vraiment juste, voilà, là, de l'inflation vis-à-vis des matériaux de construction, vis-à-vis des salaires également des différentes personnes qui sont utilisées pour pouvoir construire, et ensuite voilà, le prix des terrains. Et quelque part, votre prix de logement, aujourd'hui, si on doit enlever toute la partie qui est liée à la spéculation, qui est liée à l'offre et à la demande, qui est liée éventuellement au coût de cœur et donc à la capacité d'une personne de pouvoir accepter de surpayer même votre bien, si on enlève tout ça et qu'on prend uniquement les fondamentaux, votre bien, c'est le prix du terrain plus le coût de la construction. Et donc au fur et à mesure du temps, eh ben, ce coût-là augmente, mais finalement de manière complètement linéaire. Et si on prend en effet les performances et la hausse des prix de l'immobilier sur les 20 dernières années, tout le monde va vous expliquer que c'est le meilleur placement du monde, puisque en fait, sur les 20 dernières années, vous avez eu une baisse des taux, ce qui permet de faciliter l'accès à la propriété. En facilitant l'accès à la propriété et avec également la démographie, on y reviendra plus tard, on a démultiplié aussi ces prix de l'immobilier. Mais si on regarde sur les 100 dernières années, vous avez notamment Schiller qui a fait un indice des prix de l'immobilier alors aux États-Unis, mais on peut le rapporter à la France depuis 1890 et on se rend compte que si on soustrait l'inflation, et ça c'est très important puisque la majorité des investisseurs vont toujours vous parler de leurs gains ou de leur rendement sans penser à l'inflation. Et comme on va le voir sur le graphique suivant, cette inflation, c'est très important pour réellement avoir la rentabilité réelle, la rentabilité nette. Et si justement on soustrait l'inflation depuis 1890, donc d'une manière annuelle, année après année, en fonction de la performance de l'immobilier, on se rend compte que l'immobilier a rapporté 0,5% par an. Donc en fait, l'immobilier en fait ne rapporte pas d'argent. Si on regarde historiquement sur des longues périodes, l'immobilier ne rapporte pas d'argent si vous devez acheter le bien et le conserver ad vitam aeternam. Bien entendu, on fait des opérations, bien entendu que le gain sur l'immobilier se fait essentiellement sur votre pouvoir de négociation à l'achat, sur votre capacité à faire les travaux, etc. Bref, à réduire un certain nombre de coûts qui vont faire que vous pouvez revendre derrière avec une plus-value. Mais globalement, là, je m'attache vraiment à cet aspect de pouvoir parler uniquement de la performance globale si j'achète mon bien et que je le conserve d'une manière juste en termes de pyramide de Maslow, et ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui on a ce besoin de mettre un toit au-dessus de sa tête, c'est pour l'aspect de la sécurité, qui est donc la deuxième marche de la pyramide de Maslow. Donc c'est avant tout pour des questions de se sentir survie d'abord, sécurité ensuite. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve à peu près 2 tiers de la population aujourd'hui qui est propriétaire donc de sa résidence principale. Et l'avantage, le gros avantage de l'immobilier, c'est pas nécessairement donc que vous gagnez de l'argent, c'est que ça vous protège de l'inflation, mais ça vous protège de l'inflation en fait grâce à quoi? Grâce à l'épargne forcée que vous devez faire donc chaque mois pour rembourser votre crédit. Ce crédit-là, il vous permet également d'avoir un effet de levier et il vous protège de l'inflation puisque l'argent que vous prenez en crédit en fait, eh ben, il est rogné lui aussi par l'inflation. Alors vous avez le double effet qui se coule évidemment, qui serait le double avantage, ça serait que
cette dette que vous prenez, eh ben, finalement, d'un point de vue valeur, vous avez toujours les mêmes, admettons, 1500 euros à rembourser chaque mois, mais au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ces 1500 euros n'ont plus la même valeur et potentiellement, suivant le taux de l'inflation, ils ont une valeur réelle qui n'est plus que l'équivalent de 700 euros de vos 1500 d'il y a 15 ans. Et là où vous avez le combo parfait, c'est évidemment si votre salaire a suivi. Or, évidemment, ce que l'on se rend compte, c'est qu'on peut très bien avoir une économie qui est en inflation, donc une inflation des prix. Vous avez différentes inflations, inflation des actifs et inflation des prix, c'est ça qui nous intéresse, et inflation donc des prix à la construction, du prix des terrains et ce genre de choses-là. Et ensuite, ce qui est important, c'est l'inflation des salaires. Et si on veut vraiment une inflation qui soit quelque part durable dans le temps, il faut vraiment qu'à un moment donné, cette inflation se répercute sur les salaires. C'est ça vraiment qui est important. Et évidemment, donc, si cette inflation se répercute sur les salaires, ben, ça vous permet en fait de compenser votre perte de pouvoir d'achat. Si votre salaire si vous n'avez pas cette répercussion justement de l'inflation sur votre salaire, vous avez une perte de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que potentiellement, oui, votre dette en effet est rognée dans le temps, mais comme votre salaire n'a pas augmenté, et ben, finalement votre effort est quelque part équivalent. Et donc, on va se rattacher à ce point ici, et ce graphe, il nous montre combien d'années, au bout de combien d'années, en fait, notre argent est divisé par 2 suivant le taux de l'inflation. Et alors, c'est là où vous devez bien comprendre, parce que l'inflation, on va parler, oui, l'inflation est à 1%, c'est pas grand-chose, c'est rien, etc. Mais ce qui est important, c'est la partie intérêt composé, évidemment. Et donc, si vous conservez du cash pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, en attendant la meilleure opportunité du monde, etc., pour investir, et bien en fait, au fur et à mesure, vous avez l'impression que c'est pas grand-chose, 1% ou 2% d'inflation, mais au fur et à mesure, ça va rogner complètement votre niveau de cash et donc votre pouvoir d'achat. Par contre, on en avait parlé dans une vidéo, le pari de la décennie, etc., c'est si on croit réellement que dans l'avenir, on va avoir une inflation pour des raisons au-delà d'une augmentation des prix des matières premières, etc., pour tout un tas de raisons, mais juste si on réfléchit un petit peu à la démographie, et je ferai peut-être une vidéo beaucoup plus complète là-dessus, mais si on réfléchit à la démographie, ce qu'on a vécu et les modèles que l'on a utilisés justement pour dire ce qui marche ou pas dans l'investissement basés sur les 100 dernières années, il faut bien se dire qu'il y a aussi une grosse part qui est due à la démographie. Et la démographie qu'on a eue ces 100 dernières années ne sera absolument pas la démographie que l'on aura sur les 100 prochaines. Donc ce qui va être très important, et je pense qu'on est à ce niveau pivot-là, c'est de bien comprendre que tout ce qui a pu fonctionner sur les précédentes décennies, il va falloir faire très attention de ne pas penser que ça va fonctionner à nouveau sur les prochaines. Donc ça, c'est pour moi important de se placer dans ce type de réflexion-là. Et donc pour en revenir à ce tableau-là, on voit, admettons, si on reste quand même optimiste, positif sur les prochaines années, se dire qu'on restera aux alentours des 3% d'inflation, on voit que ça coupe en deux votre argent au bout de 23 ans. Ce qu'il faut se dire également, c'est-à-dire que si vous prenez un crédit aujourd'hui pour acheter de l'immobilier, on voit en gros qu'on ne le fait pas on ne le fait pas dans la logique de gagner de l'argent sur le prix de l'immobilier, on le fait dans la logique de se protéger contre l'inflation. Donc je m'enlève du cash, je m'enlève de l'épargne, mais je vais chercher en plus du crédit. Et donc avec ce crédit-là, si je prends un crédit aujourd'hui qui va tourner à 1,5%, si j'ai du 3%, en fait, finalement, je gagne 1,5% par an, puisque chaque année, donc, ce crédit va être rogné. Et au bout de 23 ans, on se rend compte que la moitié du crédit à 3%, on ne parle même pas de grosses inflations, mais au bout de 23 ans, à 3% par an, si on reste à ça, vous avez la moitié de votre dette finalement qui a été mangée par le temps. Bien entendu, il faut bien faire attention de ne pas être réducteur, parce que ce qui est très important aussi, c'est que votre salaire ait quand même suivi l'inflation. Si votre salaire n'a pas suivi l'inflation, vous avez quand même une perte de pouvoir d'achat. Donc c'est ça aussi, quand on parle de l'économie, c'est beaucoup plus complexe que juste des relations 1-1, bien entendu. Mais on le fait, mon but là, c'est vraiment de vous expliquer les choses et de rentrer un petit peu dans le détail.
Et l'immobilier, pour moi, je veux dire, c'est vraiment pas, je le considère jamais comme un investissement, je le considère vraiment juste comme une protection. Et donc, jouer en fait sur cette protection-là grâce à l'inflation, qu'on prenne du crédit ou qu'on prenne pas de crédit, mais qu'on ait un actif tangible. Parce qu'au-delà de cela, la plupart des gens, comme je vous l'ai dit, ils prennent de l'immobilier sur la base des 20 dernières années, bien entendu. Il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent sur l'immobilier. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette épargne forcée qui est pour moi la clé numéro un, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte en fait que avec cette épargne forcée de devoir rembourser son crédit, que le gain finalement que l'on fait sur son bien immobilier, c'est pas l'appréciation du prix, c'est justement on ne s'est pas fait bouffer par l'inflation. Et ça c'est très important à bien le considérer parce que dès qu'on enlève l'inflation, on se rend compte que l'appréciation du prix en fait elle est beaucoup moins importante que ça. Et surtout, en règle générale, la plupart des gens oublient les travaux, la maintenance, le design, le fait qu'ils ont refait l'appartement à leur goût. Et pour moi, c'est important aussi, c'est-à-dire que je ne considère pas ma résidence principale, je ne considère pas ça comme un investissement. Mon but, je sais très bien que même à la limite, ça va me coûter de l'argent, mais le but, bien entendu, c'est voilà, de mettre un toit au-dessus de sa tête, de bien y vivre, de s'y sentir bien, etc. Et le but, c'est voilà, c'est d'avoir du capital qui est immobilisé dans un bien tangible, avant tout, voilà, sans prise de tête, qui va nous protéger contre l'inflation, c'est-à-dire nous maintenir en fait sur le niveau de vie que l'on peut avoir, peu importe ce qui se passe au niveau de l'inflation. Après, le pari, bien entendu, c'est d'aller chercher du crédit, d'aller chercher du levier, comme je vous l'ai expliqué, et de faire le pari d'une inflation à 2-3%, de prendre du crédit donc à 20 ans, 25 ans, et de jouer sur le fait que si en effet on a cette inflation-là, sur une vingtaine d'années, on a à peu près la moitié du crédit qui sera bouffé par l'inflation. Et donc c'est ça qui va créer cet effet de levier. Donc ensuite, ce qu'on se rend compte, c'est souvent, voilà, on se dit, la majorité des gens, en fait, ont à peu près 80% de leur avoir qui sont liés à l'immobilier. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que j'aurais tendance à penser finalement que si on ne forçait pas les gens finalement à rembourser leur crédit et donc à faire cette épargne forcée dans le remboursement de leur crédit, leur situation financière serait beaucoup moins bonne que ce qu'elle est aujourd'hui grâce voilà, à cette épargne forcée et puis à l'augmentation des prix de l'immobilier, liée également à l'inflation, même si c'est une inflation basse qu'on a eue ces 20 dernières années, ça reste quand même une inflation qui s'est accumulée avec le temps. Et les gens, voilà, s'ils n'avaient pas eu cette épargne forcée, on le voit de toute manière, et ben, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient rempli même des livrets A qui rapportent rien, qui rapportent moins que l'inflation, et donc sur lesquels au fur et à mesure, vous perdez de l'argent. Puis ils auraient investi sur d'autres choses sur lesquelles éventuellement ils auraient eu moins de rendement. Donc quelque part, je dirais que pour cet aspect-là, c'est une bonne chose. Mais après, voilà, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si on regarde les plus riches, en fait, l'immobilier représente quasiment rien par rapport à leurs ressources financières. Bon, après, quand on prend le top 1, c'est essentiellement quoi? C'est essentiellement des grands patrons. Donc, ils ont essentiellement des actions dans leur business. Et c'est essentiellement ça aujourd'hui qui fait leur richesse. Mais comme ils ont des actions, ça fluctue en fonction du prix, bien entendu. Donc, ils doivent accepter aussi une grosse fluctuation. Ce qui me fait dire aussi que si l'immobilier était coté en bourse, si votre maison était cotée en bourse et que chaque jour vous ayez la cotation en temps réel, il y a fort à parier que l'immobilier ne serait pas vu aussi sûr que ce qu'il est aujourd'hui d'une manière erronée, euh, mais dans l'idée justement que voilà, on aurait beaucoup d'émotions et on aurait beaucoup de personnes qui font des achats et des ventes comme ça de manière émotionnelle, comme on retrouve en bourse avec des montants qui peuvent être importants, etc. Donc du coup, il y a cet aspect aussi que le fait de ne pas avoir une cotation en temps réel comme ça et de voir finalement sa richesse entre guillemets et son patrimoine fluctuer de manière assez importante, et rapide, ça aussi c'est un autre élément qui fait qu'on est dans la capacité en fait de se forcer à épargner, mais sur du long terme. Et donc du coup, sur 15 ans, 20 ans, comme on l'a vu, eh ben, même avec du 2% d'inflation, du 2-3% d'inflation, eh ben, très rapidement, les montants que vous avez forcé à épargner, en fait, ça vous a évité qu'ils soient rognés donc de la moitié. Donc vous avez tout de suite, c'est de là dont on tire réellement le rendement au niveau de l'immobilier. Puisque ce que l'on voit, c'est que dès qu'on retire l'inflation, on se retrouve avec des rendements à 0,5, 1% grand maximum.
c'est toujours pareil au niveau des statistiques, hein, on peut s'arranger évidemment quand est-ce qu'on fait démarrer, et on peut sortir les deux guerres mondiales, bien entendu, pour ne prendre que la partie des années 1950, voire on peut faire commencer, quand ça nous arrange aussi, à partir de 1995. Bref, il y a tout un tas, c'est toujours la même chose, on peut faire commencer le curseur quand on veut, pour faire dire ce qu'on veut, évidemment, à la statistique, et pouvoir dire l'immobilier c'est bien, l'immobilier c'est pas bien. La question, elle n'est pas là, bien entendu, la question, elle est vraiment sur l'inflation et sur l'idée aujourd'hui de se dire que si on pense qu'il va y avoir de l'inflation, même à 2 ou 3%, l'immobilier, de par les faits que je vous ai expliqués, est une protection finalement sans prise de tête pour éviter de se faire bouffer par cette inflation. Bien entendu, en tant qu'investisseur, on va aller préférer, enfin une fois qu'on a une base, on va aller préférer diversifier aussi sur des actions avec des actifs tangibles, etc. Ce genre de choses-là. Mais même des actions de croissance avec des actifs intangibles, aujourd'hui, le prix à payer aujourd'hui pour avoir une base de données de consommateurs, etc., ça coûtera certainement beaucoup plus cher demain, après-demain, etc. Donc ce sont des actifs intangibles aujourd'hui qu'on a du mal à valoriser, mais globalement, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'ils sont aussi impactés par l'inflation, et demain, un serveur, l'infrastructure, etc., tout ce qui permet de récupérer un certain nombre de données et de capter un certain nombre de données d'un consommateur, tout ça, ça vaut de l'or, bien entendu, et ça vaudra de plus en plus cher également avec l'inflation. Donc il ne faut pas penser également qu'il n'y a que les actifs tangibles qui protègent de l'inflation. L'intangible aussi peut être protecteur de l'inflation, mais c'est juste plus difficile à chiffrer tout de suite dès qu'on va parler de brevets, dès qu'on va parler d'intangibles d'un point de vue base de données, clients, etc. Mais c'est ça, à la fin de la journée aussi, qui est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, quand on parle beaucoup de valeurs technologiques et qu'on se dit, ouais, mais il n'y a pas de tangible là-dedans, etc., je ne suis pas capable de valoriser, ben, il va falloir apprendre à valoriser justement l'intangible et cette partie base de données qui va devenir le cœur des business. Et c'est là aussi où on a un changement de paradigme. Et on parlera ensuite de la démographie, qui est pour moi un facteur très important également, mais qui demande un raisonnement beaucoup plus vaste. Donc j'essaierai de mettre en place une vidéo également où on rentrera un petit peu plus dans le détail d'un certain nombre d'éléments. Parce que pour moi, clairement, l'idée, c'est de se dire, c'est d'éviter l'erreur. Ça serait de penser que ce qu'on a vécu ces 20, 30, 40 dernières années va fonctionner dans les 20, 30, 40 prochaines années. Donc ça, c'est vraiment l'idée en tant qu'investisseur, c'est toujours d'essayer de tout remettre en cause. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager également, à me dire ce que vous en pensez et quelle est votre opinion sur cela dans les commentaires, et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes, merci.